I've never been in love before. Now all at once it's you forevermore. Bonjour à tous, vous êtes bien dans une nouvelle émission de Chute, ça va commencer. La voix de velours que vous venez d'entendre n'est pas celle de Chet Baker, mais celle de Ethan Hawke qui interprète Chet Baker. Alors le film dont je vais vous parler aujourd'hui parle d'une autre de mes passions, le jazz, et d'un artiste en particulier, vous l'aurez compris, Chet Baker. Ce film s'appelle Born to be Blue, il est sorti en 2015 et il est réalisé par Robert Budreau. Robert Budreau est un passionné de jazz, il a d'ailleurs consacré un court-métrage à ce thème, et ici, il réalise un film sur un segment de la vie de Chet Baker qui se situe entre 1966 et 1973. Ce n'est pas un vrai biopic dans le sens où Budreau, s'il s'inspire de faits réels, fantasme une partie du film à partir de faits qui ont existé. Le pari est réussi et c'est pour ça que j'aime autant ce film. Il est vraiment imprégné de la personnalité de Chet et de son époque. Dans la première partie du film, on voit la production d'un long métrage en l'honneur de Chet Baker avec ce dernier comme acteur dans son propre rôle. Ces événements se passent en 1966, mais dès le début on peut voir des flashbacks en noir et blanc, et ça c'est le choix de Budreau d'inclure des souvenirs de Chet Baker et des années 50 où Chet était une étoile montante du jazz, et l'une de ces scènes est d'autant plus intéressante qu'elle confronte les deux génies du bebop, à savoir Chet Baker et Miles Davis. À une certaine époque, on parlait même de Chet en termes de double blanc de Miles, voire de clone, mais il faut savoir que la sensibilité et la fragilité de Chet le démarquaient réellement d'une personnalité beaucoup plus dure qu'avait Miles Davis. Et si on parle de jeu lyrique pour celui de Miles, pour Chet on parlait de profondeur. Et je pense que c'est vraiment ce qu'arrive à retranscrire le film à propos de Chet. Aux côtés d'Ethan Hawke dans le rôle de Chet Baker, une sublime actrice noire, interprétée par Carmen Ejogo. Elle joue dans le film deux rôles. La femme de Chet Baker dans les années 50 que l'on voit dans ses souvenirs, et Jane, l'actrice qu'il rencontre sur le tournage. Jane est un peu un condensé des femmes qu'a eu Chet dans sa vie, et elle est très représentative de ce dont Chet avait besoin comme relation sentimentale, à savoir une personne qui croit en lui, car Chet était un artiste qui, s'il était sûr de son art, doutait beaucoup en tant qu'homme. Un manque de confiance en lui qu'il avait du mal à combler, et c'est sûrement aussi une des raisons pour lesquelles il se droguait. Chet a eu de nombreuses relations, c'était un homme qui plaisait beaucoup. Dans ses premières années de célébrité, on l'appelait le James Dean du jazz. C'était un coureur, mais il avait, s'il avait besoin de plaire, il avait quand même aussi besoin d'une forme de stabilité, paradoxalement alors qu'il se détruisait avec la drogue à côté de ça. Cette stabilité, il a quand même réussi à la trouver, du moins un peu, dans ces deux mariages qui ont duré un certain temps. La scène de séduction entre Chet et Jane est l'une de mes scènes préférées. Elle se déroule dans un bowling, Chet invite Jane, et la relation qu'ils entament est touchante de sincérité. À travers une conversation, notamment où Jane interroge Chet sur sa toxicomanie, il dit avec beaucoup de nonchalance, de coolitude, que ce qu'il aime réellement c'est planer. Et c'est un aveu qui est compliqué à faire. Compliqué parce qu'il faut en avoir conscience, et Chet avait pleinement conscience de sa dépendance à l'héroïne. Ce qui lui donne dans cet aveu, dans cette scène, une forme d'assurance. Le charme inépuisable que déploie Carmen Ejogo dans le rôle de Jane nous plonge tout de suite dans leur relation. On comprend pourquoi Chet a envie de la séduire. Ses regards doux, son sourire en coin, cette tendresse qu'elle dégage. On se dit aussi que c'est ce dont Chet a besoin. C'est à la sortie du bowling que tout bascule. 5 dealers tombent sur le dos de Chet. Le résultat est dramatique. Mâchoire brisée et plusieurs dents cassées. Chet se retrouve à l'hôpital et finit avec une prothèse dentaire. Le tournage est arrêté. Pour tout le monde, Chet ne pourra plus jamais rejouer comme avant. Il n'aura plus le niveau qu'il avait atteint. Il faut savoir que Chet a perdu son incisive gauche à l'âge de 13 ans à cause d'un jet de pierre. Il développe donc une technique bien à lui très jeune pour souffler dans sa trompette. Mais là,
c'est son embouchure qui change complètement. Chet essaye de rejouer, mais il souffre énormément. Et même si Jane reste à ses côtés, cela ne l'empêche pas de retourner vers l'héroïne. Pour se sevrer, il décide d'emmener Jane chez ses parents, dans sa ville natale de l'Oklahoma. Le portrait des parents de Chet est un peu rugueux. Les remarques sur la couleur de peau de Jane nous rappellent à quelle époque on est et de quel milieu vient Chet. Si Jane finit par se trouver une petite place au sein de cette famille, le réalisateur nous montre comme les rapports sont complexes entre Chet et son père et à quel point ils affectent Chet. Comme beaucoup de jazzman, Chet perd tout à cause de l'héroïne. Il trouve un petit boulot de pompiste pas loin de chez ses parents et y reste le temps de son séjour. Il faut bien vous imaginer que Chet était une star adulée, aimée, riche, et que il n'a plus rien à ce moment donné de sa vie. C'est-à-dire que il est pauvre, il est retombé dans l'anonymat, il est en sevrage, et on se dit comment il pourrait rebondir, revenir au niveau qu'il avait. On sent que Robert Budreau a une idée très précise de là où il veut nous emmener. Et il utilise pour ça une mise en scène qui nous captive par la musique, par l'image. Et à ce propos, quels que soient les paysages, la mise en scène de Robert Budreau nous offre des images qui ont une classe folle. Pour la couleur, il privilégie des nuances de bleu et de beige sur des tons pastels. Et c'est vrai que quand on y pense, ces images sont tellement belles qu'elles pourraient être des pochettes d'albums de Chet Baker. Je n'ai pas parlé jusqu'à présent de la prestation d'Ethan Hawke en tant que Chet Baker, et c'est pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, bien au contraire, c'est plutôt l'inverse. Mais j'ai gardé ce moment pour la dernière partie de l'émission, car on arrive à une transition dans le récit, dans le film, et bien sûr dans la vie de Chet Baker. Ce vrai Chet rentre avec Jane chez eux et essaye de reprendre le cours de sa vie. Il continue sa rééducation et commence à sortir des sons potables mais qui ne sont pas au niveau d'un joueur professionnel et encore moins de son niveau à lui, qui était une légende du jazz. Et il commence à jouer dans des petits clubs sans être reconnu. On lui donne même des leçons pour certains dans les groupes où il joue, mais cela ne le décourage pas. Il continue, persiste et petit à petit retrouve une partie de sa dextérité. Jane enchaîne les castings et les petits boulots, mais tous deux restent dans le besoin. C'est là que Chet décide de retourner voir son ami producteur Dick pour qu'il lui donne un peu de travail. Mais ses séjours en prison, ses rechutes avec la drogue, ses arrangements avec la vérité ont fini par faire douter les proches de Chet de son aptitude à redevenir clean. Néanmoins, Dick donne une nouvelle chance à Chet. Il le fait revenir en studio pour qu'il puisse travailler. Chet enregistre quelques morceaux avec des groupes sans grand intérêt, mais ça le remet sur pied et petit à petit, Chet retrouve une forme de confiance en lui et progresse dans sa rééducation, reste concentré sur sa progression. Il est sous méthadone, son substitut pour l'héroïne, et Dick et Jane ne peuvent que constater que l'ange du jazz est de retour. Très vite, Dick décide d'organiser pour Chet une représentation en studio en invitant des gens du milieu qui peuvent relancer la carrière de Chet. Pour le musicien, ce concert privé est pour lui une façon de défier le destin sombre qu'on lui prédisait. Alors je parle beaucoup de Chet Baker, mais que serait ce film sans l'interprétation d'Ethan Hawke? Alors c'est vrai qu'en racontant l'histoire, j'inclus aussi des faits historiques sur Chet Baker. Pourtant, quand je parle de Chet Baker, je parle bien aussi de Ethan Hawke, car nous parlons de Born to Be Blue. Et pour ce qui est de la prestation de cet acteur, c'est là où on voit le travail des acteurs, de certains acteurs américains, dans leur préparation, dans leur jusqu'au boutisme, cette manière de travailler dont on le ferait un peu à l'acteur studio.
Ce sont des comédiens qui deviennent leur personnage. Et là, Ethan Hawke devient Chet Baker, non pas parce que il lui ressemble, car il lui ressemble pas spécialement, il a certains traits peut-être, mais on sent que l'esprit y est, cette mélancolie, ce regard, les postures très étudiées, cette façon de se poser avec sa trompette, de s'asseoir, et on le voit surtout dans ces moments dans le studio d'enregistrement. Il a travaillé des mois, Ethan, il s'est beaucoup investi dans le rôle, il a appris la trompette pendant plusieurs mois et il a appris à chanter surtout. Alors, peut-être qu'il n'a pas cette voix androgyne et si spécifique qui faisait que Chet Baker était un chanteur hors norme de jazz, qui a fait aussi une partie de son succès, mais la prouesse du chant de Ethan Hawke lors de My Funny Valentine et sur d'autres titres comme je vous ai fait écouter en introduction est stupéfiante. Certes, ce n'est pas Chet Baker, mais c'est bluffant et il n'est vraiment pas loin de la version de Chet Ethan. Et du coup, on y croit à fond et on suit ce parcours de ce musicien jusqu'à sa renaissance. Alors, pour revenir à la représentation, elle est un succès et dans l'assistance se trouve un ami de Chet qui n'est autre que Dizzy Gillespie, l'un des fondateurs du bebop, et Dizzy est réellement impressionné par la prestation de Chet. Chet en profite pour lui demander s'il peut faire jouer ses relations pour qu'il puisse monter sur la scène du Birdland, le club de jazz à l'époque, surnommé comme ça en l'honneur de Charlie Parker. Dizzy hésite et finalement accepte. Alors là, attention spoiler, je vais vous parler un peu de la dernière scène du film qui est très importante. Mais si vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez revenir dans 1 minute précisément. On est au Birdland et c'est un enjeu énorme qui se joue pour Chet. Il est dans sa loge et il sait que s'il passe ce test avec brio, c'est une tournée en Europe qui s'ouvre à lui. Mais voilà, les vieux démons de Chet le rattrapent et il doute de lui. Il doute tellement qu'il pense que le seul moyen de faire corps à nouveau avec sa musique est de reprendre de l'héroïne. Chet arrive sur scène et il y a une émotion très forte qui se dégage de cette scène, de l'acteur d'Ethan Hawke et des enjeux qui se jouent à cet instant. Il interprète la chanson que je vous ai passée à l'ouverture de l'émission, I've Never Been in Love Before. Il y a beaucoup d'émotions qui passent à ce moment et à la fin de la chanson, on peut voir Dizzy sourire, attablé à côté de lui, impassible pendant toute la chanson, Miles Davis qui finit par applaudir, et Jane qui pleure. Mais je ne vous raconterai pas les derniers plans du film. Alors avant la fin de l'émission, encore quelques mots autour du film et autour de Chet. Autour de Chet, il faut savoir que la production dont on parle dans Born to be Blue, où il interprète son propre rôle, est un film qui n'a jamais existé. En revanche, il lui a bien été proposé comme projet par le producteur Dino De Laurentiis. Mais vous vous doutez bien que, avec les problèmes qu'avait Chet, avec son addiction à la drogue, le projet n'a pas pu voir le jour. Vous voyez bien que les rockstars des 70s n'ont rien inventé à propos de la drogue. Les jazzman étaient déjà bien en avance, j'ai envie de dire, à ce sujet. C'était les rebelles de leur époque. On dira de Chet Baker, après son retour dans les années 70, qu'il produira certains de ses meilleurs morceaux. Chet poursuit sa carrière en Europe où il réside jusqu'à la fin de sa vie. Il décède le 13 mai 1988. On le retrouvera mort sur le bitume en bas de la fenêtre de sa chambre d'hôtel à Amsterdam. Est-il tombé ou s'est-il jeté? Plusieurs thèses sont avancées, mais celle qu'on retiendra est celle du suicide. Alors vous l'aurez compris, Chet Baker est un personnage de romantique fracassé qui me touche beaucoup, et c'est bien sûr pour ça que je vous recommande le film Born to be Blue, et il faut lui donner une seconde chance parce que ce film a coûté 10 millions de dollars à sa sortie et on a rapporté seulement 1,5 million. Autour du film d'ailleurs, vous pouvez trouver un très joli coffret Blu-ray. Il est un peu épais à mon goût vu ce qu'il contient, mais il n'empêche qu'on y trouve quand même des choses agréables pour les collectionneurs. L'affiche du film est très belle, il y a un petit livret instructif, des bonus très intéressants, notamment sur des proches de Chet Baker, des musiciens qui l'ont côtoyé
employés comme Stéphane Belmondo ou Ricardo Delfra. Je pense qu'ils auraient pu inclure la bande originale du film, qui est magnifique, grâce au travail notamment du trompettiste Kevin Turcotte. Sinon, pour un peu de lecture, alors il y a certaines biographies de Chet, mais moi je vous recommanderais déjà pour commencer un petit livre chez 10-18, autobiographique de Chet Baker, c'est ses mémoires, c'est lui qui les a écrites, et sa publication a été possible grâce à Carol Baker, sa deuxième femme. C'est vraiment un récit touchant, il se livre, c'est parfois assez dur, on voit qu'il est assez clairvoyant sur sa situation, et donc vous pouvez trouver ce livre chez 10-18, et il s'appelle Comme si j'avais des ailes. Et si vous pouvez mettre la main sur l'excellent documentaire Let's Get Lost, on y voit Chet, ses amis, sa famille. C'est un excellent documentaire sur Chet Baker qui a été restauré il y a déjà plusieurs années de ça, mais ça vaut vraiment le coup de mettre la main dessus. Alors on va se quitter avec un morceau de la bande originale de Born to Be Blue, My Funny Valentine, interprété par Ethan Hawke. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi on n'écoute pas du Chet Baker directement ? Évidemment, je vous recommande la discographie de Chet Baker. Et on va quand même rendre hommage au travail qui a été fait sur la bande originale de ce film avec un petit extrait. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.